Mesdames et messieurs, bienvenue au Mont Ventoux, un des sommets mythiques du Tour de France. Je suis Rodrigo Benkens, journaliste sportif à la télévision belge. Avec mon complice français Patrick Chassé, nous allons vous faire vivre un événement très particulier. Oui, Rodrigo, nous allons assister à une confrontation entre 5 vainqueurs historiques de l'étape du Mont Ventoux, dans une seule et même course, et ça, c'est du jamais vu. Les concurrents sont Eddy Merckx, qui a gagné cette étape en 1970, Jean-François Bernard, qui l'a gagné en 1987, Marco Pantani en 2000, Richard Virenque en 2002 et Juan Manuel Garate en 2009. Plusieurs générations de coureurs dans une même compétition, ce n'est donc pas une course normale. Non, Patrick, ce qu'on va regarder dans quelques instants, c'est une course virtuelle construite à partir d'images d'archives qui s'étalent sur presque 40 ans. Et en plus, certains de ces coureurs sont en train d'arriver pour regarder et commenter cette course avec nous. Jean-François Bernard, aujourd'hui 26 ans après sa victoire. Richard Virenque, 11 ans après la sienne. Pour Marco Pantani, décédé en 2004, ce sera Davide Boifava qui va le représenter. Et comme vous le voyez, Juan Manuel Garate est également en route pour nous rejoindre. Alors il nous manque un coureur. Oui, Eddy Merckx, qui n'a pas pu se libérer. Et c'est bien dommage. En route. Et bon, merci. Nous souhaitons donc la bienvenue à Jean-François Bernard, qui va suivre cette course depuis Paris, à Davide Boifava, qui va la regarder depuis l'Italie, à Juan Manuel Garate, depuis l'Espagne, et enfin à Richard Virenque, depuis le Luxembourg. Pourquoi ces 5-là et pas d'autres champions, Rodrigo? Parce que depuis 50 ans, ce sont les seuls vainqueurs dont on peut comparer les performances. Car même s'ils sont partis depuis des villes différentes, ils ont emprunté un itinéraire identique depuis le village de Bédouin jusqu'au sommet où se jouait l'arrivée. Pour notre course, Merckx, Bernard, Pantani, Virenque et Garate vont donc ensemble s'élancer du pied du Mont Ventoux et faire un bond à travers les frontières du temps. Logiquement, comme dans toute course, il y aura donc un vainqueur. Et le premier qui franchira le sommet sera déclaré roi du Mont Ventoux. Un petit pronostic pour la victoire finale? Très bonne idée. C'est pas évident. Je dirais Pantani, Virenque, Bernard, moi et Merckx. Pantani en tête parce que c'est le grimpeur le plus rapide. Et en deuxième position, Virenque parce que c'est aussi un très bon grimpeur. Premier, je mettrais... quelque part, je mettrais quand même Merckx. Tellement il était fort et tellement qu'il allait jusqu'au bout, quoi, toujours. Je dirais Eddy Merckx devant... Peut-être je vais me mettre deuxième. Et troisième, Marco Pantani. Je pense que pour les 4 étapes en ligne, c'est Pantani qui sera en tête, parce que c'est un excellent grimpeur. Nos spécialistes ne sont donc pas d'accord. Mais tant mieux, Patrick.
Voilà qui promet en tout cas une course disputée. Le décompte a commencé. C'est sur cette portion rectiligne que le départ sera donné exactement à 21 km/100 du sommet. Et voilà, le départ officiel est donné avec Juan Manuel Garate. Garate reste le seul coureur encore actif aujourd'hui en tant que professionnel. Jean-François Bernard entame l'ascension à son tour. Pour débuter cette étape contre la montre, dans la plaine, il a choisi un cadre plongeant. Voici le groupe de Garate à la même ligne de platane. Oui, mais combien d'années après Jean-François Bernard? 22 ans exactement. À côté de nos 5 vainqueurs, nous avons un autre champion dans cette course, le géant de Provence. En 1951, lors du premier passage du Tour par le Mont Ventoux, le journaliste français Jean Bobet écrivait « Le sud de la montagne est terrible. Rien n'est plus impressionnant qu'un peloton silencieux. Personne ne parle, personne n'ose plaisanter. Quand je lève les yeux, je le vois, le Ventoux. » La pente du mont Ventoux est terrible quand il fait très chaud. En Provence, la chaleur est insoutenable. Cette montée est donc particulièrement éprouvante pour les coureurs. Ils manquent d'oxygène et ont beaucoup de mal à grimper en raison de la différence d'altitude. 1 kilomètre après Bédouin, au virage gauche-droite, Juan Manuel Garate est en 5e position dans son peloton de 2009. Virenque, lui, est en 2e position dans son groupe de 2002 et il n'y a aucune différence pour l'instant entre les deux groupes. Après seulement 1 kilomètre, c'est un peu court pour observer déjà des différences. Le peloton Pantani est au virage droit. Vous voyez Pantani? Absolument pas, mais je suis sûr qu'il est dans le peloton. Et voici le système d'indication utilisé en 1970. Une sérieuse différence avec le système en place en 2002. Et voilà notre dispositif graphique qui va nous accompagner jusqu'au sommet à 1912 mètres d'altitude. Le mont Chauve, comme on l'appelle, a toujours fait peur. Et il est vrai que certainement que beaucoup de coureurs ne se sont pas donnés à 100%, par crainte certainement d'exploser. Ce qui, je me suis jamais posé la question, moi, dès la veille, dès le matin. Je crois que j'avais décidé de faire tout à fond. Ça passe ou ça casse. Comme je voulais faire des écarts dans la première partie, je me suis dit autant prendre des risques, c'est-à-dire prendre un vélo plongeant, c'est-à-dire avec une roue lenticulaire et déjà creuser des écarts. Alors il est clair que tout le monde m'a dit t'es fou, faut pas faire ça, après tu vas exploser et tout. Mais ça m'a permis aussi d'avoir un deuxième vélo au moment où on attaquait en fait la vraie montée et surtout avec des braquets adaptés. Et là c'est au moment où je vais changer là, donc voilà, et je reprends un vélo en carbone. C'est sans doute ce changement de vélo qui lui a apporté la victoire en 1987. Mais dans cette course virtuelle, c'est une autre histoire. C'était un pari fou, mais bon, c'était le bon pari, je pense. On a le directeur sportif de Jean-François Bernard au micro. Pour la montagne, ils sont quand même supérieurs aux autres, tandis que sur le plat, on a préféré de s'en servir des cadres aérodynamiques. C'est Paul Koechli, en fait, mon directeur sportif, qui dit quelque chose dont il n'était pas du tout d'accord. Il dit que j'ai fait ce changement de vélo parce que dans la première partie, on était beaucoup plus aérodynamisme avec le vélo plongeant, alors qu'il était contre que je fasse ça, en fait, le matin. Mais le soir, après, tu ne peux plus rien dire à partir du moment où tu gagnes. Le rêve de tout coureur, d'abord, c'est de participer au Tour. Et moi, j'ai eu la chance de faire le Tour à 9 reprises, d'être sur le podium du Tour, mais pas de gagner le Tour. Donc je crois que, bien entendu, la plus grosse déception, c'est de ne pas avoir gagné le Tour. Et en plus, on est passé très près. Donc je crois que c'est surtout ça. Après, quand tu passes pas très près, quelque part, on s'en fout un peu, mais là, j'irais bien quelque chose, mais c'est vrai, quoi. Manifestement un souvenir qui reste douloureux. Quand on a tutoyé comme lui d'aussi près la victoire dans le Tour, en 1987, il avait dû se contenter de la 3e place. On prétend que les 6 km après Bédouin constituent la prise d'élan pour la véritable ascension. Oui, mais il faut se méfier. La pente est de plus en plus raide. Je vois 3 parties dans l'ascension. Un élan par le côté sud, la montée vers le bois et le final sur la montagne aride. En fait, tout commence vraiment au virage de Saint-Estève, où les coureurs tournent à gauche et entrent dans les sous-bois. À 6 km du sommet, on quitte les oliviers et les coureurs entrent dans ce fameux paysage lunaire.
Démarrage de Garaté à 18 km du sommet. L'Allemand Tony Martin et le Français Riblon sont les seuls à réagir. Ici, on est juste avant le village de Sainte-Colombe. Sainte-Colombe se situe environ à mi-chemin entre Bédouin et Saint-Estève. Le peloton de l'édition 2000 avec Marco Pantani traverse le village. Et presque dans le même temps, Eddy Merckx. Garat est toujours en compagnie de Tony Martin, de Riblon, qui accuse un retard de quelques secondes sur le groupe Pantani. Ah, c'est une petite différence, mais c'est seulement après 3 km de course. Ça me surprend quand même. Je suis étonné d'être derrière lui. Mais dans le groupe de Pantani, l'année où il a gagné, le peloton grimpait très vite, avec l'équipe Banesto en tête. Ça me surprend un peu. Oui. Richard Virenque, il a perdu presque une demi-minute sur la tête de la course. Demi-minute, c'est pas encore dramatique, mais il faut commencer à s'affoler. Hein. Donc il faut pas laisser faire et il faut continuer à essayer d'accélérer au pied du Ventoux. Dans ce col-là, moi j'ai un avantage, c'est qu'on est chez moi, c'est ma montée, il y a mon public. Alors on nous raconte toujours plein d'histoires en disant qu'attention, là où on manque d'oxygène, que si ça, il peut faire très chaud, il peut faire très froid. C'est vrai. Il a cette réputation parce qu'on se souvient encore du malheur qui a frappé le pauvre Tom Simpson. C'est pourquoi cette montagne est connue pour être redoutable. Le 13 juillet 1967, l'étape entre Marseille et Carpentras se déroule alors que le thermomètre affiche 45 degrés. À 5 km du sommet du Mont Ventoux, Tom Simpson lâche prise, il zigzague et soutenu avant de s'écrouler sur le bord de la route dans la Pierraille. Le massage cardiaque, le bouche à bouche ne serviront à rien. À 29 ans, le Britannique Tom Simpson, ancien champion du monde, meurt sur les routes du Tour. C'est un des événements les plus tragiques de l'histoire de l'épreuve. Le médecin donnera aux gendarmes les tubes d'amphétamine trouvés dans le maillot du coureur. L'enquête démontrera la prise de produits dopants. L'histoire du Mont Ventoux restera probablement éternellement liée à la mort du coureur britannique. Ça fait partie du mythe, surtout pour les générations plus âgées, comme Boy Fava ou Bernard. Pour les coureurs d'aujourd'hui, comme Garaté, je ne sais pas. Bien sûr qu'ils en ont entendu parler, et ils ont sûrement vu ces images. Mais pour eux, c'est du passé. Et Virenque a rejoint le groupe Garaté. Leur retard sur la tête de la course demeure le même, 40 secondes. À 16 km 700 du sommet, c'est le peloton de Pantani, toujours invisible, qui est en tête de l'épreuve. Les groupes de Virenque et de Garaté sont en dernière position. La route est longue encore, hein. Il reste au moins plus de 15 km d'ascension et c'est le plus dur, le sommet qui est dur, donc je suis toujours dans la course. Nous sommes dans le hameau des Brins. Encore 1 kilomètre avant d'atteindre le virage de Saint-Estève et le début de la montée en sous-bois. Et voilà enfin Marco Pantani. Pantani est venu dans mon bureau. À l'époque, il pratiquait le cyclisme amateur depuis 2 ans. Mais son rêve était de porter un jour le maillot de l'équipe Carrera. Je lui ai dit que c'était impossible, car selon le règlement de la fédération, un coureur devait avoir fait au moins 3 ans de cyclisme amateur avant de passer professionnel. Du coup, je me suis dit que je l'avais sûrement perdu, puisque nous n'avions signé aucun contrat. Mais finalement, il est revenu me voir et il m'a dit « Je tiens parole parce que mon rêve, c'est de faire carrière avec toi. » On a trouvé un accord et il a signé un contrat pour 2 ans. Il s'est dirigé vers la porte, puis il s'est retourné et m'a dit « Excuse-moi, mais tu as oublié quelque chose. Aucune prime en cas de victoire du Tour n'est mentionnée dans le contrat. » Je lui ai répondu « Écoute, mon garçon. » Mais il m'a interrompu en me disant « Si, fais-y figurer cette prime parce qu'un jour, je le gagnerai le Tour. » Eddy Merckx à l'approche du virage de Saint-Estève. Et c'est de nouveau le peloton Pantani qui passe le premier au virage aigu en direction du bois. Et brusquement, la route se cabre. La pente passe de 6 à 9%. Jean-François Bernard passe juste après le peloton Pantani. Ah, il tient bien son rang pour l'instant. Le peloton Pantani a déjà entamé la 2e partie de la montée. Avec une pente à 10% à cet endroit.
La vraie ascension commence maintenant, ça va être un beau combat. Virenque est passé en 4e position au virage de Saint-Estève. C'est un peu inquiétant, mais bon, c'est le col qui commence. Virenque a donc brûlé la politesse à Garat et désormais dernier de la course. Le peloton Pantani ne les attend pas. Ah non, sûrement pas. Et Garat doit absolument réagir. Cette partie très difficile, on l'a grimpée assez rapidement. Donc si après ça je suis encore derrière, c'est terminé pour moi. Après 6 km de course, ne peut-on pas déjà affirmer que les 3 plus anciens vainqueurs, Merckx, Bernard et Pantani, sont plus rapides que les 2 plus récents, Virenque et surtout Garat? En tout cas, c'est tout à fait inattendu. La question mérite d'être posée. L'ancienne génération était-elle meilleure que les suivantes? Les coureurs d'aujourd'hui risquent de ne pas apprécier. Il y a 2 types de courses. Celle de l'ancienne génération et celle de la génération actuelle. En apparence, on pourrait dire qu'elles se déroulent de la même manière. Mais en réalité, les courses de l'époque étaient bien plus rapides. Garat le constate comme nous. Les anciens roulent plus vite. Pourrait-on déduire que les plus âgés étaient simplement plus forts? Il est quand même encore trop tôt pour en tirer une conclusion aussi tranchée. Faisons le point sur les vitesses moyennes des 5 coureurs entre Sainte-Colombe et Saint-Estève. Vitesse semblable pour Pantani et Merckx. La ligne attribuée à Bernard commence à s'en rapprocher. Virenque, en revanche, roule plus lentement et Garat perd du temps sur tous ses adversaires. La position de Bernard m'étonne parce qu'il a quand même perdu du temps tout à l'heure lors de son changement de vélo. Et Virenque, qu'affirmait-il au passage de Sainte-Colombe? Qu'il était peut-être temps de s'affoler. Ce classement provisoire avec Pantani, Merckx et Bernard en tête me surprend. À l'exception de Pantani, ce sont également les coureurs avec le plus vieux matériel qui dominent la course. Vous voulez parler des vélos? Bien sûr, il ne faut pas sous-estimer l'évolution du matériel, le poids du vélo. On va dire même entre moi, Pantani et Garat, il ne doit pas avoir énormément de différence, je veux dire, sur le poids. Et avec Eddy Merckx? Merckx, ça n'a rien à voir, c'est un vélo de plus de 10 kg, ce qui est assez incroyable. Aujourd'hui, combien pèse un vélo en carbone? 6,8 kg, et encore parce qu'il est interdit de faire plus léger. Le cyclisme a tellement changé. À l'époque, les braquets n'existaient pas. Les vélos n'étaient équipés que d'un grand plateau et d'un petit pignon. Aujourd'hui, on a l'impression que les coureurs sont plus rapides, mais en réalité, ce ne sont que leurs jambes qui pédalent plus vite. Les anciens, regardez comme ils ont du mal, et pourtant, ils avancent à une sacrée vitesse. Pantani reste en milieu de peloton. Pour l'instant, il se fait oublier, c'est probablement volontaire. Merckx est revenu à la même hauteur que le peloton Pantani. Exactement au même endroit, mais 30 ans plus tôt. Nouvelle situation en tête de la course. Merckx est parti avec le Portugais Joaquim Agostinho. Il a même pris la tête de notre course et il vient de passer devant Pantani. Ce n'est pas pour rien qu'on le surnommait comme ça. On lui surnommait le cannibale, l'invincible. Aujourd'hui, c'est difficile à expliquer, mais c'était un coureur tellement régulier, il sortait vraiment du lot. Il y avait Merckx et il y avait les autres. Quand on regarde son palmarès, c'est l'intouchable. Voici les positions des 2 moins bien classés, Garat et Virenque, sur la carte graphique. Voici le groupe Virenque, il n'y a plus que 5 coureurs. Depuis le virage de Saint-Estève, le Français a perdu 45 secondes supplémentaires sur la tête de la course. L'écart entre Virenque et la tête de la course ne cesse d'augmenter. Et Garat est juste derrière Virenque pour l'instant. Mais dans un style plus souple. Ce n'était pas un style que je me donnais. J'étais simplement concentré.
Mais regardez cette foule. Il y avait déjà beaucoup de monde en 2002 pour encourager Richard Virenque. En 2009, l'année de Garaté, on dénombrait pratiquement 1 demi-million de supporters sur le Mont Chauve. Je crois que le grand événement, il reste au mois de juillet. Et pourquoi? Parce que c'est au mois de juillet. Si le Tour de France était au mois de septembre, on aurait certainement moins de monde, et aussi bien sur le bord des routes que les médias. On l'a vu, hein, maintenant c'est retransmis dans je ne sais plus combien de pays, c'est assez hallucinant. Il y a le triple, peut-être 5 fois plus de journalistes qu'il y en avait à mon époque. Le Tour est quelque chose d'immense. Revenons en tête de la course avec Pantani, pour l'instant le numéro 1 de notre course virtuelle. Merckx est juste derrière lui. Et Pantani reste bien calfeutré au milieu du peloton. Il économise ses forces. Merckx est toujours en compagnie d'Agostinho. Un de ses concurrents les plus sérieux à l'époque. En 1970, c'est la première fois qu'Eddy Merckx grimpe le Mont Ventoux dans le Tour de France. Il y reviendra encore à 2 reprises, en 1972, mais ascension par le côté nord, et en 1974, mais ce n'était qu'un passage puisque l'arrivée était située à Orange. Et il ne gagnera plus jamais au Mont Ventoux. Les positions à 13 km du sommet, 1 Pantani, 2 Bernard, 3 Merckx. Mais à partir de Saint-Estève, on n'a plus d'image de Bernard. De nos jours, pour filmer une course contre la montre, nous avons une multitude de caméras qui permettent de suivre presque tous les acteurs. Ce n'était absolument pas le cas en 1987, si bien qu'aucune image du passage de Bernard dans le bois n'a été enregistrée. Nouvelle situation, Bernard vient de dépasser Pantani et prend la tête de la course. Je pense que moi je suis dans un rythme tout à fait, je veux dire... Linéaire? Ouais, voilà, linéaire, ce qui n'est pas le cas quand, pour les autres. Moi, j'ai un rythme à tenir et je pense que là, à ce moment-là, c'est pour ça que je prends la tête. C'est un contre-la-montre sur 30 km et c'est normal que les coureurs fournissent plus d'efforts sur ce bref parcours pour pouvoir améliorer leur temps. Maintenant, il faut voir si Bernard arrivera à maintenir cet écart sur la portion plus difficile. L'Italien est en difficulté. Impossible pour Pantani de suivre le rythme au sein de son groupe. Je ne pense pas qu'il ait eu une crise. Parfois, il faisait exprès d'agir ainsi pour finalement se ressaisir et pouvoir se donner en spectacle. Mais attention, Pantani, souvent on croit qu'il est mort, qu'il se fait distancer et après il revient pour mieux attaquer. Donc c'est un malin. Simple coup de pompe ou défaillance, voyons qui peut en profiter, cela pourrait changer la donne. Merckx en compagnie d'Agostinho à une époque où le cyclisme était strictement un sport européen. Le cyclisme d'aujourd'hui est bien plus difficile, bien plus complexe qu'autrefois. L'Union cycliste internationale a voulu mondialiser ce sport en donnant une part plus importante aux sponsors du monde entier. C'est très simple, hein. Je pense qu'il y a l'argent déjà, les sponsors, et puis les États-Unis, il y a aussi surtout les Australiens. Donc c'est pour ça aussi que ça s'est mondialisé. Dans le cyclisme anglo-saxon, notamment australien et américain, la culture est totalement différente. Il y a un vrai esprit de compétition. Ce n'est pas une histoire de manque de respect entre les sportifs. Mais pendant la course, c'est chacun pour soi. Pour résumer, personne ne se fait de cadeau. Il y a un changement dans les positions. Garaté vient de dépasser Virenque. Devant eux, nous avons toujours Bernard, Pantani et Merckx. Le groupe Virenque a encore perdu un homme. Oui, en fait, c'est Baranovski qui a disparu. Et c'est pratiquement au même endroit que nous avons vu Merckx et Agostinho se détacher du peloton. Au même endroit, dans le groupe Garaté, c'est Riblon qui ne peut plus suivre à présent. Je vous rappelle que Garaté est désormais en 4e position devant Richard Virenque. Pantani revient sur le peloton. Oui, malgré sa défaillance, eh bien, il reste en 2e position. Le Belge n'a donc pas pu combler une partie de son retard sur l'Italien. Non, il a même perdu quelques secondes.
On peut évidemment se demander si cette différence de temps entre Merckx et Pantani aurait été la même en 1970 avec des vélos identiques pour les deux champions. Ah, j'ai la certitude, avec un vélo moderne, disons en carbone ou en aluminium, Merckx aurait probablement réalisé un meilleur temps. Quelle époque! Ce jour-là, Franz Maassen était mon directeur, il était dans la voiture numéro 2. Il ne pouvait même pas m'asperger d'eau tellement il était sur les nerfs. Surtout pendant les 2 ou 3 derniers kilomètres, quand on était tout proche de la victoire. Il était au bord de l'infarctus. De toute façon, s'il avait tenté de m'asperger d'eau, j'aurais pris peur. Donc ce système n'était pas si mal. On piquait des seaux, on piquait des bouteilles. L'avantage qu'on avait dans les années 2000, c'est qu'on n'avait qu'à tendre la main pour récupérer des bidons. Et beaucoup de supporters là, qui écrivaient mon nom sur la route. Oui, il faudrait que cela lui donne des ailes, car son retard sur Bernard à 10 km 400 du sommet est de presque 3 minutes 30 secondes. Et Jean-François Bernard se trouve déjà à la hauteur de la maison forestière Jamais, suivi par Pantani, Merckx et Garaté, qui semblent se rapprocher un peu de la tête de la course. Pantani toujours à l'arrière du peloton de la course de 2000, ce qui veut dire qu'il a de nouveau perdu quelques secondes. Et là, à gauche de la route, quelques dizaines de mètres après le virage, la vieille maison forestière Jamais. Merckx et Agostinho, au même virage, juste avant la maison. En théorie, Merckx devrait avoir Pantani en point de mire à cet endroit du parcours. Et regardez qui est là, Virenque, dans l'anonymat en 2000 au sein du peloton Pantani, mais avec cependant ici 3 minutes d'avance sur sa position dans le Tour de 2002. Cette étape en 2002 qu'il avait pourtant gagnée. Là, il était important que je reste dans ce groupe de tête. Ce jour-là, je ne montais pas à tout prix pour gagner mon Ventoux. Bon, j'aurais pu gagner, ça aurait été un plaisir, mais ça n'a rien à voir qu'avec en 2002. Merckx et Agostinho, entre la maison Jamais et le virage du Bois. À cet instant, on est pratiquement à mi-ascension. Devant, on aperçoit Pantani qui aborde déjà le virage. Merckx et Agostinho sont à quelques mètres de Pantani dans ce même virage. Dans cette partie de l'ascension, il semble que Merckx avait une cadence de pédalage de l'ordre de 74 à 75 tours par minute. Pour une ascension de 21 km au total, et avec un tel braquet, mais c'est immense. Là, c'est un peu moins dur au niveau pourcentage. On va pouvoir mettre à un moment donné un gros développement. Revenons à la position de Bernard. Il se trouve à 9 km 500 du sommet, juste après le virage du Bois. Et devant tous les autres, son avantage continue d'augmenter. 20 secondes sur Pantani et déjà une demi-minute sur le grand Merckx. À la mi-course, il est le roi virtuel du Mont Ventoux. Ce jour-là, Bernard nous a tous impressionnés. Il pouvait remporter l'étape parce que c'était un grand coureur, un battant. Il faisait un excellent chrono et était en mesure de gagner, même s'il y a toujours une différence entre un contre-la-montre et une étape en ligne. Bernard, il aime bien être seul, tout le temps seul. C'est-à-dire se battre contre un chrono. Là, il est très fort. Et là, ce jour-là, eh ben... En théorie, il va tenir le rythme jusqu'à l'arrivée. Ce qui est vrai, c'est que la concurrence pousse les coureurs à se surpasser. On roule toujours plus vite dans un peloton que tout seul. Garaté se trouve près du virage du Bois, alors que Virenque n'est même pas encore passé devant la maison Jamais. Attention, il se passe quelque chose. Le groupe Virenque est en train de se scinder en deux. Serpellini et Pradera sont également lâchés. Virenque est parti avec Botcharov. Voilà le ralenti. À ce moment-là, je vais vraiment accélérer, donc à même pas 10 km de l'arrivée. Je vais produire mon effort. Virenque est en compagnie de Botcharov. Et il est à 4 minutes de Bernard. Ah, c'est énorme, 4 minutes, à mon avis, sur cette course virtuelle, je suis mal barré. Garaté et Martin viennent de passer le virage du Bois. Leur retard sur la tête de la course s'est réduit à 20 secondes. Comment expliquer le retard de Virenque?
Virenque a commencé son ascension avec une avance de plusieurs minutes sur son groupe. D'un point de vue tactique, lors de l'étape de 2002, il ne voulait pas se livrer totalement à cet endroit. Il souhaitait juste maintenir son avance sur ses adversaires. Entre-temps, Virenque arrive seulement à l'ancienne maison forestière. Si l'on fait abstraction de Garaté, Virenque est celui qui dispose du matériel le plus moderne. Alors il doit y avoir autre chose dont on n'a pas encore tenu compte. Peut-être le lieu de départ plus éloigné du Mont Ventoux. Oui, c'est vrai. Parce que si je me souviens bien, Virenque venait de faire une longue échappée. Du coup, quand il a entamé la montée, il était déjà bien fatigué. Moi, je pense que tout dépend du moment où se déroule l'étape pendant le Tour de France. Qu'elle ait lieu pendant les 10 premiers jours ou pendant la dernière semaine, ça n'a rien à voir. C'est même plus important que le nombre de kilomètres de l'étape. Ce que dit Garaté est parfaitement logique. Pourtant, la distance déjà parcourue par les coureurs avant le début de l'ascension du Ventoux doit aussi avoir une influence sur les positions actuelles. Car n'oublions pas qu'ils sont tous partis d'une ville différente. L'étape contre la montre de Bernard était la plus courte, suivie par celle de Pantani. Celle de Virenque était la plus longue, tandis que celle de Merckx et Garaté enregistraient des distances à peu près similaires. Pantani est de nouveau lâché par son groupe lors de cette édition de l'an 2000. Il y a beaucoup plus de pression aujourd'hui qu'à l'époque. L'époque de Merckx, de Pantani et de tous ces champions-là. Il y a 30-40 ans, on avait aussi la pression à partir du moment où on était un leader. Mais c'est vrai que maintenant, les intérêts sont tellement importants que les courants ont forcément la pression et il y a plus de courses, il y a plus d'objectifs. Oui, c'est devenu un véritable business parce que les intérêts des équipes ont pris des proportions énormes. Et comme le monde entier est désormais impliqué, elles se sont empêtrées dans tout un système. C'est un gros business, hein. C'est un grand casino, comme on dit quand on le voit. Et Agostinho est lâché. Merckx est parti pour un numéro en solo de 9 km. Agostinho ne sera même pas classé dans les 10 premiers ce jour-là. Regardez ce fossé, cet abîme qui se creuse entre Merckx et Virenque. Virenque attaque la dernière partie du virage du Bois. Son retard sur Bernard est maintenant de 4 minutes 20. 4 minutes 20, non, c'est mission impossible pour aller chercher Bernard. Mais bon, il est clair que quand on a fait 200 km, il faut faire du vélo pour comprendre. Encore 10 km jusqu'au sommet pour Garaté. Son avance sur Virenque est d'1 minute 50. Virenque exclu du Tour 1998 pour dopage lors de ce qu'on a appelé l'affaire Festina. Dans laquelle Richard Virenque n'avait pourtant subi aucun contrôle positif. Exact, mais un an plus tard, il est cependant passé aux aveux, a admis le dopage et a logiquement été suspendu. À cette époque, il y avait des contrôles antidopage qui étaient faits, mais tout le monde s'en accommodait. Et il y avait des pratiques qui étaient courantes dans toutes les équipes. Et forcément, à cette époque-là, je ne faisais rien de plus ou de moins que les autres coureurs. Et simplement, on voulait me faire dire certaines choses qui se passaient dans le cyclisme. Donc, je n'étais pas trop d'accord pour devenir un peu l'ambassadeur ou la personne qui balance. Donc, j'ai gardé mes aveux pour plus tard. Et puis, après sa suspension, il est revenu en 2002 et a stupéfait tout le monde avec sa victoire au Mont Ventoux. Démarrage de Virenque. J'avais mon frère qui était au bord de la route à ce moment-là. Et il m'a hurlé dessus en m'encourageant et j'ai eu un coup d'énergie qui est arrivé. Et je m'en suis servi pour mettre une attaque à Botcharov. J'étais à fond, mais je suis parti au bluff et Botcharov s'est carrément écroulé. Certes, mais aujourd'hui, dans notre épreuve virtuelle, il est 4 minutes derrière Jean-François Bernard. Le retard sur Bernard est désormais trop important, mais 2 minutes 30 sur Garaté, c'est encore possible. N'oublions pas que le mercure affichait 40 degrés le jour de l'étape gagnée par Virenque.
Tout semble jouer en défaveur de Virenque, sauf sa popularité grâce à la manière dont il mène sa course avec panache. Virenque a été impressionnant parce qu'il a fait une longue échappée. Tout le monde pensait qu'il serait rattrapé par le peloton, mais comme c'est un bon grimpeur, il a tout donné dans la montée. Et ce jour-là, il a bluffé tout le monde en arrivant seul. Je crois que Richard, il a passé une grosse tempête après l'affaire Festina. On a pensé à un certain moment que ça allait être l'électrochoc, l'affaire Festina, mais en fait, non. Parce que quelque part, ça s'est pratiquement amplifié les années suivantes. Je pense qu'on pensait avoir fait quelque part le ménage, comme on dit, mais ça n'a pas été le cas, puisqu'après on est devenu à des choses encore beaucoup plus graves. Chaque jour, de nouveaux éléments sont rendus publics. Et par conséquent, ça devient de plus en plus difficile de crédibiliser le cyclisme. Il faut savoir quand même que c'est très rare que quand un coureur se fasse, contrôler, tout du moins se fasse attraper, c'est pratiquement le seul qui est sanctionné. Jamais on voit un directeur sportif, un manager sanctionné. Les sponsors ne sont jamais sanctionnés. Il y a beaucoup d'hypocrisie derrière parce que ça soit, je pense, les dirigeants du cyclisme, que ça soit les fédérations, que ça soit les journalistes, tout le monde savait comment marchait le cyclisme. Je pense qu'il y a toujours eu un petit dopage tranquille, on va dire, dans tous les sports, parce qu'il ne faut pas parler que du cyclisme, mais dans tous les sports. Je pense qu'on était tout à fait dans le raisonnable, dans le supportable. Et après, on est vraiment parti dans une dérive qui a été quand même assez incroyable. C'est avec l'arrivée, des médecins dans les équipes. Beaucoup de gens aussi qui avaient besoin de gagner de l'argent, parce qu'il ne faut pas oublier que le dopage est lié aussi à gagner de l'argent pour tous ces protagonistes-là, pour tous ces gens-là. C'est très simple le tour. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au mois de juillet, c'est Dallas. Les gens, que les coureurs se dopent ou se dopent pas, eux, ce qu'ils veulent, c'est voir le tour et ils veulent de l'action. Et de l'action dans le Mont Ventoux, c'est presque systématiquement après le Chalet Reynard. À cet endroit, on est à 7 km 500 du sommet. Soit à 1,5 km du début du Mont Chauve. Merckx est toujours en 3e position, avec un retard de 40 secondes sur Bernard. Et à 10 secondes de Marco Pantani. Pantani éprouve décidément toutes les peines du monde à suivre le rythme imposé par son peloton de 2000. Par contre, Merckx et Pantani grimpent exactement sur le même rythme. Ce qui est incroyable, 30 ans les séparent tout de même, sans oublier la différence de matériel, le nombre de jours de course jusque-là et la stratégie beaucoup plus offensive d'Eddy Merckx. Pantani, dans son style particulier, debout sur les pédales et les mains en bas du guidon. Et Merckx, qui grimpe à l'énergie, faisant travailler tout son corps. Il reste 7 km jusqu'au sommet. Pantani est à 30 secondes de Bernard, Merckx à 35 secondes. Le retard de Garaté sur la tête de la course n'est plus que de 1 minute 50 secondes. Je me rappelle que Tony était très près de moi et qu'on roulait très vite. J'espère donc qu'on rattrapera notre retard sur les 3 coureurs de tête, Bernard, Pantani et Merckx. On va en baver, mais j'y crois. Garaté compte toujours 1 minute 15 secondes de retard sur Merckx. Mais sur les 5 derniers kilomètres, Garaté a réduit d'1 minute son retard sur l'homme de tête, Jean-François Bernard. Garaté a toujours été un excellent grimpeur. Il a un bon coup de pédale. C'est un coureur hors pair. Si l'Espagnol réussit à rattraper Merckx et Pantani, alors on aura 4 candidats pour le podium. Tony Martin utilisait un grand plateau. Pas moi. Je voulais garder un maximum d'énergie pour le sprint final.
Un Merckx qui n'économisait jamais ses forces. Comme on dit, à bloc, jusqu'au bout. Et c'est peut-être là aussi une différence fondamentale entre ces deux générations dans leur manière de courir. Il y a maintenant 3 minutes 30 secondes d'écart entre Virenque et Garaté. Saviez-vous que la mère de Garaté, Rodrigo, était une grande supportrice de Richard Virenque? Absolument pas. Quand j'ai commencé le cyclisme, c'était une référence pour elle. Elle répétait tout le temps qu'il savait attaquer, s'échapper, que c'était un très grand grimpeur. Et puis quand elle a finalement vu que son fils aussi savait attaquer, elle a commencé à parler un peu moins de lui. Garaté a fait une belle échappée. Il y a d'abord eu un combat serré, mais il a réussi à prendre l'avantage. Ça lui a ainsi permis d'attaquer la montée sans difficulté, de faire grande impression et de remporter une étape importante, comme le Mont Ventoux. Garaté, non, il a gagné le Ventoux, Garaté. Mais bon, on peut gagner certaines courses avec des circonstances. Je pense qu'il a eu beaucoup de circonstances. Ça n'empêche pas que de toute façon, c'est quand même un grimpeur au départ. Merckx est tout près du virage du Cocadis et à quelques centaines de mètres à peine du chalet Reynard. Son appétit s'aiguise à l'approche du Mont Chauve. Le cannibale est maintenant revenu à la hauteur de Pantani. Et il va probablement le dépasser. Mais le sommet est encore à plus de 6 km. Merckx a produit très tôt son accélération dans le final. Dans le contexte qui nous intéresse, peut-être même trop tôt. Son retard sur Jean-François Bernard n'est plus que d'une demi-minute. Avec le Mont Chauve en point de mire, il se rapproche lui aussi de la tête de la course. Pour moi, Merckx, c'est un grand. Je veux dire, c'est celui à la limite. Quand on m'a parlé vélo, j'ai pensé à Eddy Merckx. Je me rappelle de cette télé en noir et blanc chez moi et je me rappelle de cette image-là. Je pense que Merckx était un cas exceptionnel. Je ne vois pas avec qui on peut comparer Merckx. Pour moi, Eddy Merckx est le plus grand champion de l'histoire du cyclisme, même si je n'ai pas eu le plaisir de rencontrer Coppi. Que Merckx participe au Milan-San Remo, au Giro, au Tour de France ou même à une course de kermesse pour se donner en spectacle, il comptait toujours gagner. Garaté est passé au virage du Cocadis avec un retard de 1 minute 30 sur Bernard, 1 minute 20 sur Merckx et 1 minute sur Pantani. Le chrono devient fou. Merckx est maintenant pratiquement à la hauteur de Bernard. Va-t-il passer Bernard et prendre la tête de la course dans le final? Avec une telle accélération, c'est possible. Ici, sur le graphique des vitesses moyennes de Bernard, Merckx et Pantani, l'accélération de Merckx est claire et nette. Et c'est bien Jean-François Bernard qui vire en tête au niveau du chalet Reynard pour entamer la dernière partie de cette ascension. C'est ici que tout se décide. Le vent joue un rôle décisif, bien plus que la forme des coureurs. En plus, c'est un facteur impossible à maîtriser et qui détermine le résultat de la course. Merckx accuse maintenant un retard de 10 secondes sur Bernard. Mais où se trouve Pantani? Voici le groupe de 2000 qui file droit vers le chalet Reynard. Et Pantani est encore à une vingtaine de mètres du groupe. Pantani réussira-t-il à rejoindre Merckx et Bernard? Je pense que oui, mais il peut se passer encore plein de choses, parce qu'à partir de maintenant, la pente est encore plus difficile à grimper. Marco Pantani se rapproche de Merckx. Il n'est plus qu'à 25 secondes. L'écart entre Bernard et Merckx augmente légèrement, 15 secondes à présent. Pantani, toujours en poursuite derrière son groupe, mais l'écart se resserre, il me semble. Eddy Merckx va-t-il réussir à maintenir son avance sur Marco Pantani? Je sais pas, mais son avance, en tout cas, n'est pas très grande. 20 secondes. Il ne faut surtout pas négliger la force explosive d'un grimpeur comme Pantani. Oui, et surtout sur le Mont Ventoux.
Oh, c'est plus Dallas, c'est Hitchcock sur le Mont Ventoux. Juan Manuel Garate est ici dans le sillage de Tony Martin avec le fameux chalet Reynard dans son dos. Voyons s'il peut rattraper les 3 premiers. Ça me paraît compliqué. J'ai l'impression que Bernard va lâcher du terrain, mais que Pantani va accélérer parce qu'il a pris confiance en rejoignant le peloton de tête. Il va sûrement attaquer et accélérer le rythme. Je crois qu'on va maintenir une bonne vitesse jusqu'au dernier kilomètre avant l'arrivée. On devrait être bien classé. Je pense même qu'on va être sur le podium. Garate sur le podium? Cela pourrait vouloir dire un podium sans Merckx. Garate serait surpris. Son pronostic en début de course, c'était Pantani, Virenque, Bernard, lui et Merckx. Pour le moment, Merckx a encore 15 secondes d'avance sur Pantani. À 5 km du sommet, Bernard est en tête, suivi par Merckx, Pantani, Garate et Virenque. L'avance de Bernard sur Merckx n'est que de 20 secondes et 35 secondes sur Pantani. C'est peu et sans doute insuffisant pour crier déjà victoire. Voici Richard Virenque qui n'est pas encore arrivé au chalet Reynard. Même pour l'Espagnol Garate, il ne semble plus représenter de danger. Voilà comme on pouvait s'y attendre. Pantani vient de dépasser Merckx en difficulté pendant 10 km. L'Italien semble enfin capable d'attaquer. Et Pantani est tout près de Bernard. Étant un grand champion, Marco était habitué à accomplir ce genre d'exploit. Il n'y a donc rien d'étonnant à cela. Il nous réservait toujours plein de surprises. Aujourd'hui encore, il aurait pu faire de grandes choses. Et un nouveau démarrage de Pantani. L'Italien va de plus en plus vite. Il a d'ailleurs déjà dépassé Jean-François Bernard. Qui aura les jambes pour réagir? À la vitesse où ils vont, je n'ai aucune chance. Ils sont totalement dans l'attaque. Leur seul but, c'est de s'échapper du groupe pour arracher la victoire. Marco Pantani maintient son effort. C'est incroyable! Observez le graphique qui nous montre le démarrage. Il passe Bernard et il distance maintenant Eddy Merckx. Pantani, exclu du Tour d'Italie en 1999 en raison d'un taux hématocrite supérieur à 50%, suspendu, contraint de quitter le Giro et de rendre son maillot de leader. Forcément, je savais que quelque part il utilisait certaines substances, mais quand c'est pas vu, pas pris, et ben là, à un moment donné, quand on va un peu trop fort dans des délires, et ben on se fait rattraper à l'ordre. Il a tout annulé et il s'est enfermé dans son monde. Il restait chez lui à ressasser tous ses problèmes et je pense que ça n'a pas arrangé les choses. Merckx a maintenant un retard de plus d'une demi-minute sur Pantani et cela à 4 km du sommet. Les accélérations par à-coups du pirate sont en train d'anéantir les chances de Merckx. Merckx n'a cependant aucune raison de répondre aux accélérations de l'Italien pour le moment, ça c'est clair. Le Belge est en tête de son étape et son premier poursuivant, Agostinho, est à 1 minute 30. À ce moment de la course, Garate roule aussi vite que Pantani. Et il se rapproche d'Eddy Merckx. Encore 7 km jusqu'au sommet. Pour Virenque, la route est longue. Son retard sur Pantani est de 5 minutes 20 et ça va encore augmenter, je le crains. Là, je suis dans une portion où j'ai mis grand plateau. Je ne sais pas si on le voit à l'image, mais c'est un replat, donc ce qui permet de mettre du braquet et voilà quoi. Mais bon, je suis à plus de 5 minutes dans la montée virtuelle, donc impossible de revenir. Marco Pantani est toujours en tête. Son avance sur Bernard est de 10 secondes. Nouveau démarrage de Pantani. Oh, ce n'est pas une bonne nouvelle pour Jean-François Bernard. L'écart se creuse à nouveau entre Merckx et Pantani. 40 secondes de retard pour le Belge. Après les accélérations de Pantani, ce n'est pas une surprise. Richard Virenque vient enfin de sortir de la forêt et entame la dernière partie de l'ascension. Quatre ans après sa victoire au Mont Ventoux, le pirate sera retrouvé mort dans un hôtel de Rimini.
victime d'une crise cardiaque provoquée, semble-t-il, parce que le doute subsiste, par une absorption de cocaïne. Les journaux de l'époque pensaient que tout était de la faute du cyclisme. Mais moi, je répète que le cyclisme n'a rien à voir là-dedans. Il est difficile de savoir si une ou plusieurs personnes lui ont fait du mal. C'est dur de savoir ce qui s'est réellement passé. Il s'est retrouvé prisonnier d'une situation, d'un mal qui n'a rien à voir avec le cyclisme. Il était peut-être démoralisé par le fait qu'on lui ait fait tant de mal. Il avait l'impression d'être acculé dans un tunnel, les phares éteints. Et finalement, on a tous échoué parce qu'aucun d'entre nous n'a réussi à l'aider et à le sauver. On est tous un peu coupables de sa mort. Merckx souffre. Précisons que cette année-là, le vent est glacial en vue du sommet. Le Belge est désormais à 1 minute de Pantani. Est-ce finalement ici, après 18 km d'ascension, que la différence de matériel se fait le plus sentir pour Merckx? Possible. En tout cas, Pantani est loin devant lui maintenant. Pantani et Bernard, de nouveau pratiquement au coude à coude. Je suis très étonné par Bernard. Bernard désormais en tête, Merckx perd 10 secondes sur le duo de tête. C'est sur tous les démarrages où il reprend toujours du temps, ce qui est normal, hein, c'est le grimpeur qui fait toujours la différence. Mais après, quand même, faut se dire que Merckx est toujours là, c'est quand même assez incroyable. Garaté perd du temps sur Bernard, mais son retard sur Merckx ne cesse de se réduire. Voici les vitesses moyennes des 4 premiers coureurs et l'endroit précis où, à 3 km 500 de l'arrivée, Bernard repasse devant Pantani. Et dans le même temps, observez les lignes de Merckx et de Garaté qui se rapprochent. Conclusion provisoire, à 3 km du sommet, duel Bernard-Pantani pour la victoire, Merckx-Garaté pour la 3e place. Ça semble assez logique. Pour les raisons déjà expliquées, Eddy Merckx semble de plus en plus éprouvé. Ouais, mais on le voit là, dans le final, parce qu'il perd quand même pas mal de temps, peu de temps, hein, depuis le Scheller-Arena. Dans le groupe Pantani, on note une certaine temporisation. Le point sur l'écart entre Bernard et Pantani, 15 secondes d'avance pour le Français, et un Pantani qui voit peut-être la victoire s'éloigner en vue du sommet. Le retard de Merckx sur la tête de la course est de 1 minute et 40 secondes. Doit-il se méfier d'un retour de Garaté qui le priverait du podium? La différence entre lui et l'Espagnol n'est plus que de 15 secondes. Et il ne faut surtout pas sous-estimer Juan Manuel Garaté. L'Espagnol a gagné une étape dans chaque grand tour et fut lauréat du Grand Prix de la Montagne lors du Tour d'Italie 2006. Sans oublier son titre de champion d'Espagne. Suspense, l'écart entre Merckx et Garaté n'est plus que de 10 secondes. Garaté va-t-il rejoindre Eddy Merckx? Richard Virenque est à 5 km du sommet. Quoi qu'il arrive, il terminera 5e. La différence de temps avec les autres est trop grande. Le sommet est en vue. Le but qu'il faut atteindre. Jean-François Bernard, Jeff pour les intimes. À 2 km 900 du sommet, Jeff dirige la manœuvre. Et voilà de nouveau Pantani dans la roue de Lance Armstrong qui jusque-là menait le groupe de 2000. Et à ses côtés, Jan Ullrich. Et c'est reparti, une fois encore, tranchant ce démarrage et personne ne peut y répondre cette fois-ci. Donc je sais que j'avais de l'avance. Mais là, c'est là que tu repères du temps, par exemple. Tu vois, c'est fait 20 secondes, mais les démarrages de Pantani, c'est toujours... c'est le seul qui puisse faire ça, quoi. Ce démarrage risque de coûter des secondes à Bernard. C'est ce que tu peux faire dans une étape en ligne et pas dans un
pas dans un chrono, quoi. L'avance de Bernard diminue, le Français reste cependant en tête pour l'instant. 10 secondes de différence et Bernard qui vient de changer de braquet. Merckx perd 10 secondes supplémentaires suite au démarrage de Pantani. 1 minute 50 de retard désormais sur Jeff Bernard et je crains que ça augmente encore dans les 3 derniers kilomètres. Je le crains également. Le pirate va-t-il dévorer le cannibale ? Marco Pantani, debout sur ses pédales, les mains en bas du guidon. Merckx, lui, moins rapide, mais avec toutes ses forces sur les pédales. Et surtout le braquet qu'il a. Pantani utilise lui aussi un grand braquet. À 2 km 700 du sommet, l'Italien est seul à la poursuite de Bernard et ne cesse de consolider son avance sur ses autres adversaires, Merckx, Garaté et surtout son contemporain Richard Virenque. Merckx résiste 1 minute 50, tel est son retard sur Bernard. Oui, en fait, il ne perd plus rien par rapport aux Français. Nouveau point de la situation entre Merckx et Garaté. À 3 km 300 du sommet, Garaté est revenu à la hauteur de Merckx. Merckx peut donc rater le podium. L'étape de Garaté était 3 km plus courte que celle d'Eddy Merckx. Certes, mais peut-on dire pour autant que ce paramètre soit déterminant? Non, entre ces deux lacets, l'évolution du matériel, très certainement. Sincèrement, je ne crois pas que cela soit suffisant pour consoler le cannibale qui déteste perdre, même si c'est virtuel. Garaté vient de dépasser Merckx. Oui, il peut être fier de sa performance, il vient de déborder le plus grand coureur du monde. Merckx semble avoir reçu un coup de massue. L'écart entre lui et Bernard est soudainement plus grand. 1 minute et 55 secondes. Pantani, lui, est toujours tout seul. Mais attention, lui aussi, il a perdu du temps sur Jean-François Bernard. En fait, Merckx a réduit de quelques secondes son retard sur Pantani. Oui, là c'est un grand moment, là, oui. On n'est plus dans la même... Et qui revoilà? Armstrong. Lance Armstrong rejoint Pantani et prend le relais. Et comme par hasard, grâce à l'Américain, le retard sur Bernard est réduit à 5 secondes. Ça va être très dur pour Eddy Merckx. Pantani en compagnie de l'Américain qui a plongé le cyclisme dans une crise sans précédent. En 2002, je me souviens encore, il y avait un coureur, Lance Armstrong, et qui était là, je dirais, porté par les instances, porté par les organisateurs du Tour. Et moi, le coureur français, j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai répondu aux médias, j'ai répondu au contrôle antidopage. Et là, M. Lance Armstrong, la Société du Tour lui met à disposition un hélicoptère pour le rapatrier du Mont Ventoux à son hôtel. Et moi, le petit coureur français, on me laisse partir dans la circulation sans escorte, avec les bouchons. Et je me suis pris 3 heures de bouchons ce jour-là pour rentrer. Donc, on ne peut que être amer sur certaines choses comme ça, quand on met en place certaines choses. Il y a quand même un problème quelque part à un certain moment. Je veux dire, personnellement, où il a été protégé, parce que je ne vois pas comment ça peut être autrement. C'est dramatique, parce que je pense que énormément de coureurs sont passés à côté de carrières, pas forcément gagner le Tour de France, mais... Mais un coup terrible pour la crédibilité du cyclisme. Pantani et Armstrong, dans un paysage sans oxygène, toute la symbolique de ces années toxiques réunie sur cette image. Encore 4 km pour Virenque jusqu'au sommet. Pour lui, cela semble interminable. Le retard de Merckx sur Bernard est de 2 minutes 30 secondes. Pour une fois, la victoire ne pourra pas lui revenir. À cause d'un départ trop rapide, peut-être, en raison de l'évolution du matériel, sans doute.
Merckx vous le redira, il est impossible de comparer les générations, il faut seulement essayer d'être le meilleur de sa propre génération. Et il était incontestablement le meilleur de la sienne. Revenons à la tête de la course. Normalement, on y retrouve Jean-François Bernard. Ouais. Et une foule de spectateurs qui semblent lui bloquer le passage à l'arrivée au sommet. Le retard de Pantani sur Bernard augmente, 35 secondes. Pantani reste bien calé derrière Armstrong. Oh oui, et il doit se faire même violence pour ne pas être sorti de la roue de l'Américain. Les chances de Bernard augmentent. Non, il reste une borne, normalement, je pense que ça le fait. Bernard entame le dernier kilomètre galvanisé par la foule. En 1987, son triomphe a fait de lui le prince de l'étape Carpentras à Mont Ventoux, le point culminant de sa carrière de cycliste professionnel. Maintenant, c'est à voir si cette demi-minute d'avance sera suffisante pour tenir Pantani à distance. Ont-ils encore des réserves dans les jambes, de l'essence dans le moteur? Armstrong en tête et Pantani dans sa roue. 5 secondes de retard en moins sur Bernard. Et Pantani dépasse Armstrong. Son coup de pompe semble complètement oublié. Ou bien c'est tactique du côté d'Armstrong qui souhaite peut-être obliger l'Italien à prendre du vent. Bernard accélère. Il n'y a plus que 20 secondes de différence. Ça va être juste, hein. À cette allure-là, ils vont passer Bernard à la vitesse d'un TGV. 700 mètres jusqu'au sommet. Lance Armstrong accélère à son tour. Et Marco Pantani est en difficulté. Le rythme de l'Américain est trop rapide pour lui. Regardez la différence maintenant avec Jean-François Bernard. À nouveau 30 secondes. Une demi-minute d'avance pour Bernard sur Pantani. L'Italien revient, mais est-ce que c'est pas plutôt Armstrong qui ralentit volontairement pour le laisser revenir? À 600 mètres du sommet, Jean-François Bernard a une avance de 40 secondes sur Pantani. Accélération, Armstrong et Pantani s'accrochent. 35 secondes maintenant. Peuvent-ils encore rattraper Bernard? Mais moi, je me suis jamais écroulé, hein. Quand même montant à mon rythme et tout. Je suis dans entre le Scheller-Renard et l'arrivée, de toute façon, je suis persuadé que j'ai fait une grosse différence par rapport à mes adversaires. Vraiment. Et là, on le voit, j'ai jamais perdu de temps. Bernard à 500 mètres du sommet. 35 secondes, l'écart est stabilisé. Et Bernard ne faiblit toujours pas. Non, vous allez voir, Rodrigo, il va tenir, Jean-François Bernard. Va-t-il donc être couronné roi du Mont Ventoux? Oh, mes contrats vont remonter, là. En 1987, Jean-François Bernard était considéré comme le successeur de Bernard Hinault. Il va d'ailleurs gagner des étapes dans tous les grands tours, mais sans jamais avoir été capable de conserver le maillot. À cause de blessures et d'une chute dans un tunnel mal éclairé lors du Tour d'Italie 1988, il ne sera de retour dans le peloton que plus tard et se mettra durant 4 années au service de Miguel Indurain, lequel remportera 5 fois le classement final du Tour de France. L'écart continue d'augmenter. 50 secondes désormais d'avance pour Jean-François Bernard. Sauf incident majeur, plus personne ne devrait être en mesure de priver le Français de la victoire. Je crois que ça va être compliqué quand même. Je crois que ça va être compliqué. Non, je pensais pas que ça aurait donné ça. Sauf erreur de ma part, personne n'avait pronostiqué Bernard vainqueur. Non, Manuel Garaté, lui, l'avait mis en 3e position. La montée de Bernard sur le dernier kilomètre est incroyable. Des 5 étapes, rappelons que celle de Bernard était la plus courte. Oui, mais il était tout seul. Et après Merckx, c'est lui qui avait le plus vieux matériel. Et à quelle place Bernard se voyait-il? Dans son pronostic, il avait seulement placé Merckx en premier. Jean-François Bernard, le vainqueur de 1987, est déclaré roi du Mont Ventoux. Écoute... 58,03. En fait, j'aurais gagné 2 fois le Ventoux. 58,03. C'est dément. Pantani, vainqueur en 2000, était un des favoris de cette course virtuelle. Il arrive en 2e position. Non mais te rends compte, là je me suis fait Pantani,
Merckx, Virenque, c'est une chance incroyable, ça n'était jamais arrivé. Et voici le sprint entre Pantani et Armstrong. L'Américain a prétendu avoir volontairement laissé passer l'Italien. Pantani n'a bien sûr pas apprécié. Cette image avait fait la une de tous les quotidiens sportifs. Pantani arrive finalement avec 50 secondes de retard sur Jean-François Bernard. Seules quelques secondes les séparent. Mais s'il avait réussi à le semer, il aurait fait un bien meilleur temps que celui qu'il a fait. Qui va faire 3 alors? Merckx ou Garaté? Merckx reste pour moi le plus grand champion de l'histoire du cyclisme et Marco le meilleur grimpeur. Merckx passe à côté du monument dédié à son ex-coéquipier et ami Tom Simpson. Il remet sa casquette qu'il avait enlevée un instant pour lui rendre hommage. Démarrage de Juan Manuel Garaté. Mais Merckx se trouve de nouveau en 3e position alors. À 1 kilomètre de l'arrivée, j'avais dit qu'on serait sur le podium, mais je crois avoir été un peu trop confiant. Merckx ne perd pas du tout de vitesse dans cette partie de l'étape, alors que nous économisons plutôt nos forces. Garaté entame l'ascension du dernier kilomètre en 4e position. La différence entre les deux hommes est maintenant réduite à son minimum. Ils sont donc tous les deux presque au même endroit. 15 secondes seulement séparent l'Espagnol du coureur belge. Et le retour de Tony Martin maintenant, en vue du sommet. La vitesse de Garaté lors de ces 2 derniers kilomètres était sans doute insuffisante pour lâcher Martin et par la même occasion menacer Merckx. Et maintenant, Garaté et Martin sont ensemble contre un seul et grand champion. 10 secondes. L'écart entre Merckx et Garaté se réduit, peut-être à cause du retour de Tony Martin au cours de ce dernier kilomètre. Il faudrait quand même que Merckx aille chercher le podium. Merckx semble en tout cas revigoré. Il devrait pouvoir réagir à l'accélération de Garaté. Apparemment, son moment de faiblesse a disparu depuis le passage devant la stèle de Tom Simpson. Alors, Merckx ou Garaté, qui sera le 3e à monter sur le podium? Merckx dans le dernier virage à droite, à 100 mètres de l'arrivée. Il semble tenir. Il nous a battus. Garaté dans le même virage, il est tout proche du Belge. Mais Merckx gagne ce duel pour la 3e place. Et Garaté est 4e avec 8 secondes de retard sur Merckx. Seulement quelques petites secondes de différence avec le grand Eddy. Quelques secondes qui l'empêchent donc de monter sur le podium. Mais son pronostic était juste. Il est arrivé en 4e position. Il avait donc raison, Juan Manuel, mais il devance Virenque. Merckx en dette d'oxygène, épuisé dans les bras des journalistes. Vous savez que quelques années après, Merckx a dit que c'était une comédie pour échapper en fait aux questions des radio-reporters. Une petite manigance pour rentrer plus vite à son hôtel. Oui, je connais l'histoire. Il nous manque encore une arrivée. Celle de Richard Cœur de Lion Virenque, vainqueur de l'étape 2002. Mais ici, au Clash des Titans, il s'est battu et il a perdu. Certainement en partie à cause de la longueur de son étape, 50 km plus longue que celle de Merckx et de Garaté, et environ 200 km plus longue que celle du vainqueur, Jean-François Bernard. Il sera sûrement déçu. Un peu parce que je revois ces images, pour moi elles sont très fortes parce que ça représente une belle victoire et ce jour-là j'ai quand même maté Lance Armstrong qui voulait à tout prix gagner. Parce que là c'était quand même une longue étape, hein. Il fait quand même un bon numéro, hein, mine de rien. Il est au bout de ses forces. Hein. Ouais. Et en fait, la course virtuelle me met en 5e position dans le Mont Ventoux, alors que c'est ma course, c'est mon col de prédilection et que j'avais fait
un super truc, quoi. Donc, voilà. Oui, ça reste quand même cette année-là sa grande victoire. D'où une déception assez compréhensible au terme de cette course virtuelle. Richard a toujours été sensible aux analogies avec les grands champions qui l'ont précédé. Sur sa montée de prédilection, cette comparaison ne tourne pas vraiment à son avantage, même si l'on ne voit vraiment pas ce qu'on pourrait lui reprocher. Donc voilà, j'avais fait, comme on dit, un numéro. Pantani à 50 secondes de Bernard, Merckx à 3 minutes 40 secondes, Garaté à 3 minutes 48 secondes et Virenque à 5 minutes 48 secondes. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, Merckx et Pantani étaient les deux favoris au départ. Pantani arrive deuxième et Merckx troisième. Bernard est donc la surprise. Et c'est dommage qu'en fait, on n'ait pas fait tous cette même ascension, mais exactement la même, simplement pour comparer. Il aurait fallu qu'on soit tous de la même génération aussi pour voir vraiment ce qu'on valait les uns aux autres. Incroyable, hein? C'est fou, non? En tout cas, je félicite Jean-François Bernard de cette course virtuelle victoire. Mais tout ce que je sais, sans me lancer de fleurs, c'est quand même que des gens pas mal qui ont gagné là-haut.